Quand j'avais 7 ans, j'ai rencontré Diana, et nous sommes rapidement devenus de bons amis grâce à l'amitié de nos mères. Le père de Diana était président d'une entreprise technologique prospère, tandis que le mien appartenait à la classe moyenne supérieure. Diana avait de longs cheveux bruns et des yeux bleus pâles captivants qui attiraient toujours mon attention. Au collège, nous avons tous les deux adopté le style gothique et émo et étions considérés comme des marginaux. Diana avait les cheveux noirs courts et était un peu enrobée, tandis que j'étais un grand garçon maigre. J'ai travaillé dur à tondre des pelouses tout l'été pour lui acheter une licorne en céramique quand je lui ai demandé d'être ma petite amie, et elle a accepté. Vers la fin de la 5e année, elle a décidé de changer de look et de cercle social, et elle a clairement fait comprendre que je devais m'adapter avec elle ou être laissé derrière. Alors j'ai changé aussi. À la fin de notre 2e année au lycée, Diana a subi une transformation majeure. Elle est devenue en forme grâce à la natation, a laissé pousser ses cheveux et les a teints en blond. J'ai aussi subi une transformation grâce à des appareils dentaires, de la musculation avec l'équipe de football et la participation à l'athlétisme. Bien que des garçons poursuivaient Diana, elle semblait fidèle, du moins c'est ce que je pensais. Elle affichait une loyauté publique, mais j'ai découvert plus tard qu'elle avait des relations intimes avec des garçons d'autres écoles lors de fêtes à la maison, bien que j'étais inconscient à l'époque. Les filles s'intéressaient aussi à moi, mais Diana les faisait fuir. Elle leur donnait un avertissement subtil au début, puis les détruisait socialement. Une fille a été tellement harcelée qu'elle n'est pas revenue à l'école, mais je n'ai jamais découvert toute l'histoire. Honnêtement, aucune de ces filles ne m'intéressait car Diana était bien plus attirante, et elle le savait. Le premier gros problème que j'ai eu avec elle a été lors du bal de fin d'année. Je suis sorti des toilettes et quelques filles sont venues me dire « Je suis tellement désolée, et qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai demandé ce qu'elles voulaient dire et elles ont dit que Diana avait dansé lentement avec un autre garçon et l'avait embrassé sur la piste de danse. Je l'ai confrontée à ce sujet, et elle m'a convaincu que ce n'était pas consenti. J'étais prêt à aller chercher le gars et le tabasser, mais elle m'a arrêté et a dit que nous devrions partir pour un hôtel. Elle avait déjà réservé une chambre chic et a dit que nous irions jusqu'au bout cette nuit-là. Nous l'avons fait, et je peux confirmer qu'elle était innocente, tout comme moi. Après notre diplôme, nous sommes tous les deux allés dans le même collège. Pendant que j'étudiais l'informatique, elle était plongée dans l'histoire de l'art. Je me moquais gentiment de son choix d'études. Heureusement, la chance était de mon côté et j'ai gagné à la loterie une chambre fantastique avec sa propre salle de bain. Diana, quant à elle, résidait dans un luxueux condo à proximité. Elle était catégorique sur l'achat de nouveaux meubles en bois dur pour ma chambre, y compris une élégante chaise de bureau du bureau de son père, une chaise Herman Miller. Malgré mes protestations, elle insistait toujours pour m'acheter des vêtements, et je lui rendais l'appareil en lui offrant de petits cadeaux. Pendant ma 3e année à l'université, j'étais absorbé par mes études à la bibliothèque quand un ami m'a appelé pour me dire qu'il avait repéré Diana à une fête, en train de se rapprocher d'un autre gars, puis partant avec lui dans sa voiture. Elle prétendait que notre relation était terminée. Après avoir raccroché, j'ai décidé d'affronter Diana et je me suis dirigé vers son condo. Avec ma propre clé, je me suis laissé entrer. Le son de la musique forte emplissait l'air, et quand j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre, je les ai vus ensemble. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de la voir avec sa chemise sur la tête et son rouge à lèvres étalé sur sa poitrine. J'ai poussé un cri d'incrédulité, et elle m'a regardé avec un sourire idiot sur son visage ivre. Sans réfléchir, j'ai attrapé l'objet cassable le plus proche, qui s'est avéré être la licorne en céramique que je lui avais offerte, et je l'ai lancée sur sa table de maquillage, la brisant. « Oublie-toi, Diana, c'est fini !» ai-je crié en sortant, tandis qu'elle m'appelait. Le lendemain, elle m'a appelé, semblant désolée, mais elle a essayé d'expliquer que nous étions en pause et que c'était acceptable. Je n'ai pas compris ce que « en pause » voulait dire. J'ai supposé que cela signifiait la même chose que rompre, alors j'ai rétorqué. Bien sûr, nous sommes en pause, et j'ai raccroché. Elle a commencé à voir ce gars, qui avait la réputation d'être un playboy. Apparemment,
Ils avaient une relation ouverte, et elle lui achetait des vêtements et des choses, tout comme elle l'avait fait pour moi, et elle était vue avec d'autres gars, mais toujours avec lui. J'étais dévasté et je me suis concentré sur l'obtention de très bonnes notes. Je suis sorti mais je n'ai fréquenté personne, ne participant qu'occasionnellement à des fêtes. Pour faire face, je me suis débarrassé de tout ce qui me rappelait elle. J'ai donné tous les meubles et les ai remplacés par des articles bon marché provenant de magasins d'occasion. J'ai aussi dû commencer à porter des vêtements de magasins d'occasion car j'avais jeté tous les vêtements qu'elle m'avait achetés, ce qui représentait environ la moitié de ma garde-robe. J'ai supprimé toutes nos photos et les ai jetées. J'ai confié à mes parents ce qui s'était passé, et eux, ainsi que les parents de Diana, ont sagement évité d'intervenir. J'ai également demandé à mes parents et à mes amis de ne pas mentionner son nom devant moi. Je voulais l'effacer complètement de ma mémoire. Quelqu'un m'a informé qu'elle avait eu des relations amoureuses avec des garçons lors de soirées pendant ses années de lycée. Environ 9 mois plus tard, elle a mis fin à sa relation avec Doug Boy. On racontait qu'il lui avait été infidèle lors d'une fête devant de nombreuses personnes. Elle s'est sentie humiliée et a décidé de rompre avec lui. Peu de temps après, elle est apparue à ma porte de manière inattendue, resplendissante avec un sourire radieux, tenant l'unicorne qu'elle avait réparé. Sa présence m'a pris au dépourvu. Elle a demandé des nouvelles des objets manquants que j'avais reçus d'elle, suggérant que si elle voulait récupérer les meubles, elle devrait se dépêcher d'aller chez Goodwill. Elle avait l'air blessée. Me présentant l'unicorne, comme si cela symbolisait la réparation de notre relation, j'ai exprimé franchement mon désapprobation de son apparence et déclaré que notre relation était terminée. Elle a tenté d'expliquer la signification d'une pause, mais je suis resté indifférent. À mes yeux, c'était la fin pour nous. Elle s'est mise à pleurer, mais j'ai insisté pour qu'elle parte. Elle a commencé à se présenter à mes cours, affirmant que nous étions destinés à être ensemble. Je lui ai rappelé que les âmes sœurs ne se trahissent pas. Elle a divulgué notre situation à nos amis, et ils m'ont poussé à me réconcilier avec elle en raison de sa détresse. Malgré ses efforts, tels que m'envoyer des notes, des lettres, des fleurs et des bonbons, je les ai tous considérés comme insignifiants. Tout ce qui était associé à elle me causait de la peine, me poussant à transférer dans une autre école à la fin du semestre, la coupant complètement de ma vie. Peut-être aurais-je dû élaborer un plan différent, car j'ai dû passer 2 années supplémentaires à l'école en raison du refus de nombreux de mes crédits. Dans la nouvelle école, je me suis retrouvé inscrit à des cours que j'avais déjà suivis, les réussissant à peine car je passais la plupart de mon temps au lit. Mon colocataire, qui n'était pas un ami à l'époque mais simplement quelqu'un assigné à la même chambre, s'est irrité de ma présence constante et s'est inquiété de mon comportement, alors il a alerté la police du campus. Bien que je n'ai pas eu de conséquences, j'ai dû consulter un conseiller qui m'a diagnostiqué un épisode dépressif sévère et un état de stress post-traumatique, suggérant que Diana pourrait avoir un trouble de la personnalité ou être une sociopathe qui m'a manipulé et contrôlé. Je ne suis pas sûr de l'exactitude de ces affirmations, mais prendre du Zoloft m'a certainement apporté un soulagement. J'ai appris que Diana avait visité la maison de mes parents à ma recherche. Malgré leur refus répété, elle est devenue de plus en plus confrontationnelle et hystérique jusqu'à ce que ses propres parents la mettent en garde de cesser ses actions, sinon ils l'auraient internée. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi et été muté à Singapour, où j'ai rencontré ma femme actuelle, mais c'est une histoire pour une autre fois. Nous nous sommes mariés lorsque j'avais 35 ans et elle 26. Finalement, nous sommes retournés aux États-Unis et avons fondé une famille avec 3 enfants. Tout se passait bien, mais revenons à hier. J'utilise à peine Facebook, sauf pour partager occasionnellement des photos de famille ou poster des pensées aléatoires. Par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé un bol entier de céréales dans l'évier, alors je suppose que nous sommes riches comme Bezos. Hier, j'ai reçu un message Facebook de Diana, accompagné d'une photo d'une licorne. Elle s'est excusée pour ses actes et la douleur qu'elle a causée, exprimant qu'elle ne pourra jamais me surmonter. J'ai pris la décision de ne pas répondre. Je ne manquerai jamais de respect à ma femme de cette manière. À la place, j'ai choisi de bloquer Diana. Ce qui m'a surpris,
c'est ma réaction intense. J'étais consumé par une rage pure et aveuglante. J'ai frappé le mur, laissant une bosse dans le plâtre, et j'étais tellement furieux que des larmes coulaient sur mon visage, les dents serrées. J'avais même un mal de tête intense. Je vous jure, si Diana avait été là, j'aurais perdu le contrôle. Je ne suis pas une personne violente. J'ai menti à ma femme, lui disant que je devais travailler tard, et j'ai fait une longue promenade rapide en ville pour me vider l'esprit. Je ne pouvais pas rentrer chez moi en me sentant comme ça. Maintenant je suis calme, mais je suis perplexe face à ma réaction. L'opposé de l'amour ne devrait-il pas être l'indifférence? Je ne comprends tout simplement pas comment cela s'est produit. Peut-être ai-je besoin de plus de thérapie et de Zoloft? Enfin, je me suis ouvert à ma femme à propos de Diana. Elle connaissait Diana avant que nous nous marions, mais je ne lui avais pas complètement expliqué à quel point la rupture m'avait affecté. Je lui avais seulement mentionné qu'elle m'avait trompé, ce qui avait conduit à la fin de notre relation. Je lui ai parlé du message Facebook de Diana et de ma réaction. Elle s'est montrée préoccupée et a convenu que je devrais en parler à quelqu'un. J'ai rassuré ma femme en lui disant que nos 21 ans ensemble et nos 3 enfants n'étaient pas juste un essai pour que je me remette avec Diana, ce qui la fait rire. Elle sait que je n'apprécie pas Diana. Ma femme a soulevé quelque chose que je n'avais pas considéré. Diana a probablement envoyé un email à mon adresse email Facebook. Pour clarifier, j'ai une adresse email séparée uniquement pour les notifications Facebook que je ne vérifie jamais. Pour y accéder, j'ai dû réinitialiser le mot de passe. En le faisant, j'ai trouvé un email de Diana. Après avoir descendu un gin tonic pour prendre mon courage à deux mains, j'ai décidé de le lire et cela m'a complètement déconcerté. Il est important de noter que la Diana que je connaissais au lycée était une fille gentille et belle, mais la Diana que j'ai découverte après l'avoir surprise en train de me tromper était une personne malhonnête. En apprenant qu'elle avait trompé d'autres gars dans mon dos au lycée et à l'université, j'ai réalisé que je ne pouvais pas lui faire confiance. Alors, j'ai lu son email avec un doute extrême. Elle a exprimé dans son email comment elle se sentait abandonnée par moi à la fin de notre dernière année de lycée, se sentant brisée et perdue comme si son monde s'était effondré. Elle m'a qualifié de son âme sœur qui l'avait abandonnée. Elle a mentionné son désir d'explorer la liberté de la vie universitaire, en particulier dans les affaires intimes, et a suggéré que nous fassions une pause. Elle espérait que nous puissions tous les deux acquérir de nouvelles expériences, puis revenir ensemble pour une vie intime meilleure, ce que j'ai trouvé être une idée absurde. Il semblait que son plan était que je devienne une sorte d'expert pendant notre séparation, puis partager ce que j'avais appris avec elle pendant qu'elle explorait aussi de nouvelles choses. Quand notre prétendue pause a pris fin et qu'elle est revenue, elle a réalisé que je n'avais pas compris ce que cela signifiait, et j'ai pensé que nous avions rompu. Elle a vu que j'avais enlevé tout ce qui la concernait de ma vie, comme des cadeaux, des photos et des meubles. Cela lui a donné l'impression de m'avoir complètement perdu et l'a bouleversée. Elle a été encore plus blessée quand j'ai continué à avancer sans elle, et cela a affecté sa santé mentale au point qu'elle a dû demander de l'aide dans un établissement. Plus tard, elle est partie en Europe pour poursuivre une carrière de mannequin. J'ai dû rater le stand de mannequinat européen lors de la journée de carrière de mon école. Peut-être était-il caché entre les stands de rockstar et de playboy milliardaires. Elle a adopté le style de vie festif là-bas, n'ayant jamais passé l'alliance, et est finalement revenue aux États-Unis. En retournant vivre avec ses parents âgés pour les aider, elle est tombée sur une photo de nous dans une boîte en faisant ses bagages et a ressenti le besoin de me contacter. Ce qui m'a vraiment secoué, c'est sa suggestion de se retrouver pour boire un verre et se remémorer le passé. Elle prétendait me pardonner d'avoir abandonné notre relation et d'avoir avancé sans elle, exprimant sa croyance que nous sommes toujours des âmes sœurs et que notre histoire n'est pas terminée. Elle m'a exhorté à répondre, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il existe quelque chose comme un désinfectant pour les yeux dans des situations comme celle-ci. À ce moment-là, j'avais déjà pris rendez-vous avec le psychiatre de mon fils, étant donné son autisme sévère. Depuis le décès de ma mère il y a 8 mois, laissant mon père en deuil, je l'ai appelée. Elle a maintenant 91 ans et a été mariée à ma mère pendant 71 ans,
la connaissant depuis un total de 77 ans. J'ai évoqué Diana, et il a montré un intérêt soudain, alors je me suis renseigné à son sujet. La situation a complètement dérapé. Papa ne m'a rien dit parce que j'ai insisté pour ne rien entendre à propos de Diana. Après avoir rompu avec elle, Diana est revenue à plusieurs reprises, suppliant de savoir où je me trouvais. Finalement, elle en est venue à tenir un couteau contre sa gorge, menaçant de se faire du mal à moins qu'il ne divulgue l'information. Son père est intervenu, et sa mère a convoqué ses parents pour la ramener chez elle. Par la suite, elle a été admise dans un établissement de santé mentale. Suite à cela, nos familles ont cessé de communiquer. Ainsi, cette partie de son email disait vrai. Lors de sa séance avec le psychiatre, elle a mentionné ma explosion de colère comme un symptôme de TSPT, un diagnostic que j'avais reçu il y a des années après avoir coupé les ponts avec Diana. Je l'avais effectivement écartée de ma vie, mais sa réapparition soudaine a tout ravivé. Le psychiatre a suggéré que Diana a probablement un trouble de type B, où elle se voit comme le protagoniste et nous comme des personnages secondaires qui doivent se conformer à son scénario. Dans ce contexte, une thérapie axée sur le traitement du TSPT est recommandée. J'ai pris rendez-vous avec un spécialiste. Après avoir consulté ma femme, mon père et mon frère sur la façon de répondre à l'email de Diana, ils ont tous été d'accord avec le psychiatre. Je crains que Diana puisse facilement retrouver ma localisation, donc je crains qu'elle puisse me retrouver si je ne lui donne pas au moins l'ordre de rester loin. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas répondre à son email. J'ai bloqué son email et l'ai préventivement bloqué sur tous mes autres comptes email. J'apprécie les conseils donnés dans les commentaires. J'ai trouvé une photo de son profil public Facebook. Malgré l'utilisation probable de filtres et la sélection des images les plus flatteuses, elle reste assez attirante pour son âge, 55 ans. Je suppose que le botox et la chirurgie plastique ont fait des merveilles. C'est regrettable qu'elle soit si émotionnellement instable. Sur certaines photos, elle est accompagnée d'une jeune femme aux cheveux noirs et au teint olive, qui semble être sa fille. Elles ont les mêmes yeux bleus frappants. J'ai partagé la photo avec mon ami, un adjoint du shérif, et ma femme, qui a montré une pointe de jalousie. Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle est plus jeune et qu'elle est magnifique sans aucune intervention. Elle ne pèse que 10 livres de plus que quand nous nous sommes mariés, et elle a gagné ce poids honnêtement en portant nos 3 enfants, ce qui lui vaut un respect éternel à mes yeux. Mon ami, qui est adjoint du shérif, a mentionné que les personnes travaillant dans les forces de l'ordre et la politique gardent souvent leurs adresses privées pour éviter d'être retracées jusqu'à leur domicile. Il a proposé l'idée de me faire passer pour un bénévole au sein du département du shérif si nécessaire. Je pourrais avoir besoin de consulter un avocat concernant le processus de protection de mes dossiers publics pour empêcher qu'elle découvre facilement mon nom et mon adresse sur le site de l'évaluateur de propriété. Je suis assez frustré par le besoin d'être constamment vigilant comme un personnage dans un film de mafia, toujours à l'affût du danger potentiel. Passons maintenant à une autre histoire intrigante. Ma femme, Nina, a 28 ans et, bien qu'elle ne soit pas conventionnellement belle, sa silhouette remarquable compensait largement ses imperfections faciales. Je l'adorais pour son intelligence, son grand sens de l'humour et la confiance que j'avais en elle. Nina travaillait en tant que biologiste environnementale pour le département de protection de l'environnement de l'État. Quant à moi, je suis Jim, un ingénieur civil de 30 ans travaillant pour un cabinet de conseil. Ensemble, nous avions un revenu confortable et il y a un an, nous avons acheté un charmant bungalow de banlieue de 3 chambres. Nos chemins se sont croisés à cause de nos carrières, nous avons fréquenté pendant 6 mois, nous nous sommes fiancés et peu de temps après, nous avons échangé nos vœux lors d'un mariage à l'église. Avant notre mariage, nous nous sommes tous les deux engagés à une fidélité inébranlable, au respect mutuel et à la confiance, posant ainsi des bases solides pour notre union. Nos projets incluaient de fonder une famille avec des enfants. Lorsque nous avons emménagé dans notre maison il y a un an, Nina s'est liée d'amitié avec une voisine nommée Sally, active dans les affaires locales. Sally, une femme divorcée du même âge que Nina, l'accompagnait souvent faire des courses et au cinéma. Cela ne me dérangeait pas,
car je préférais rester à la maison, m'adonnant à mon amour pour les livres pendant que Nina était sortie. Sally a même présenté Nina au conseil de la bibliothèque locale, où elles ont servi ensemble. Ces réunions du conseil, initialement de brèves réunions mensuelles, se sont transformées en sessions de 4 heures tenues 2 fois par mois il y a quelques mois. Nina a expliqué que les réunions prolongées étaient nécessaires pour mettre en place un système informatique plus interactif à la bibliothèque. En raison de son expertise en informatique, on lui a demandé de collaborer avec la responsable de la bibliothèque après ces réunions pour établir des critères pour le nouveau système. Tout cela me semblait raisonnable, alors je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je me souviens cependant qu'après sa première réunion prolongée du conseil, Nina semblait inhabituellement tendue et distraite pendant quelques jours. Lorsque j'ai demandé ce qui se passait, elle a mentionné que la responsable de la bibliothèque était difficile à gérer et nécessitait un traitement spécial. Mise à jour. Maintenant, considérons mon observation de ses cheveux humides. Le fait de trouver ses cheveux humides à l'arrière indiquait qu'elle avait soit transpiré, soit pris une douche quelque part. Mais pourquoi transpirerait-elle ou aurait-elle besoin de prendre une douche alors qu'elle était censée être à une réunion? J'étais conscient qu'elle n'avait pas pris de douche ni même eu le temps de se rafraîchir le visage au lavabo en rentrant à la maison, car j'avais été éveillé à l'attendre. Une rapide odeur de sa peau confirmait la présence de savon, pas le savon de bain habituel qu'elle utilisait. Où aurait-elle pu prendre une douche? Peut-être dans un motel? Ces soupçons m'ont rendu moins enclin à être intime avec elle. Pas ce soir, chérie. Je suis trop épuisé. La réunion a été assez longue et nous avons tous les deux du travail demain. D'accord, chérie, repose-toi bien cette nuit. Elle s'est tournée de son côté du lit, me tournant le dos, et s'est endormie. J'ai trouvé étrange qu'elle ne soit pas intéressée à maximiser notre intimité pendant sa période fertile. Cependant, je me suis rappelé qu'elle refusait systématiquement de faire l'amour après ses réunions à la bibliothèque, attribuant cela à la fatigue. Ces schémas récurrents ont suscité davantage de doutes. Elle souhaitait probablement dissimuler tout signe de relâchement post-rencontre. Nous avions discuté de fonder une famille, étant mariée depuis 5 ans et attendant d'être financièrement stable, elle ayant arrêté de travailler. Je venais de recevoir une promotion et nous pensions que c'était le bon moment pour concevoir. Elle avait arrêté de prendre la pilule contraceptive il y a une semaine. Cependant, si elle était impliquée avec quelqu'un d'autre et que nous divorcions, je ne voulais pas être financièrement responsable d'un enfant. J'avais besoin de temps pour peser mes options. Je suis resté éveillé un moment en réfléchissant à mes prochaines étapes. Initialement, j'ai décidé de retarder l'intimité avec elle. L'affronter avec seulement une légère humidité comme preuve de potentiel adultère entraînerait probablement un déni et des rires de sa part. Des preuves plus substantielles étaient nécessaires, ce qui signifiait retarder l'intimité pour recueillir les preuves nécessaires. D'un autre côté, s'il y avait une possibilité que son amant l'ait mise enceinte ce soir, elle pourrait être impatiente d'avoir des relations sexuelles avec moi pour étouffer l'affaire. Après avoir envisagé toutes les possibilités, j'ai opté pour un plan qui pourrait fonctionner. Si elle avait eu des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un d'autre ce soir, elle serait probablement désespérée d'avoir des relations sexuelles avec moi dès que possible. Pour m'assurer que sa période fertile était passée et mettre en œuvre mon plan efficacement, je devrais m'absenter pendant au moins une semaine, voire plus. Simuler un déplacement professionnel semblait être le meilleur moyen de le faire, car je voyageais rarement pour le travail. Mais quand je le faisais, cela nécessitait souvent une semaine ou plus loin de la maison, ce qui s'alignerait commodément avec mon plan. Maintenant, que devais-je savoir d'autre? Ah, oui, qui était son amant? Leur liaison durait depuis une durée inconnue. Leur lieu de rencontre habituel était un mystère. Si leur rendez-vous coïncidait avec les réunions du conseil de la bibliothèque, cela pourrait suggérer que son amant était également membre du conseil. Je devais enquêter davantage, alors je quittai discrètement le lit, descendis les escaliers et trouvai son sac à main. C'était là que les femmes gardaient généralement leurs objets de valeur, ce qui en faisait un bon endroit pour commencer ma recherche de indices. En vérifiant ses cartes de crédit, je suis tombé sur une au nom de jeune fille,
Nina Spencer. Elle appartenait à une banque que nous n'utilisions normalement pas, et je ne pus m'empêcher de me demander pourquoi elle l'avait encore. J'avais supposé qu'elle avait jeté toutes ses anciennes cartes avant notre mariage, mais visiblement, elle en avait conservé une. Dans une poche dissimulée, j'ai découvert une carte de visite appartenant à un certain Derek Williams, le bibliothécaire en chef de notre bibliothèque locale. Cette découverte a été un choc car elle m'avait laissé croire que le bibliothécaire en chef était une femme. J'ai ensuite inspecté les journaux d'appel sur son téléphone portable, où j'ai trouvé le nom de Derek répertorié avec de nombreux appels tant de sa part que de la sienne. Il semblait que leur relation durait depuis un certain temps. Il n'y avait pas de messages instantanés, suggérant qu'ils communiquaient probablement verbalement. Néanmoins, j'ai discrètement remis tout dans son sac à main et j'ai décidé de vérifier notre ordinateur pour des messages. Après une enquête plus approfondie, j'ai découvert qu'elle avait un dossier d'email sécurisé. Avec quelques connaissances en sécurité, j'ai réussi à contourner ces protections et j'ai découvert un trésor de messages entre elle et Derek, remontant à l'époque où elle avait commencé à assister à ses réunions tardives avec lui. Ces messages révélaient qu'ils s'étaient rencontrés au Red Roof Inn près de l'échangeur autoroutier. Certaines de leurs activités étaient clairement des choses qu'elle n'avait jamais faites avec moi. Dans un email, ils ont même discuté de moi et de la femme de Derek. Bien que leurs mots n'étaient pas flatteurs, ils prétendaient tous les deux nous aimer. Plus je lisais, plus je devenais en colère. J'ai copié tous leurs emails dans mes propres fichiers, dans l'intention de les imprimer plus tard. Je suis ensuite retourné à l'étage dans l'une des chambres d'amis, où j'avais mes vêtements rangés dans le placard. Le dressing de la chambre principale était réservé à ces vêtements. J'ai attrapé ma valise et mon sac à vêtements, en les préparant comme si je me préparais pour un prochain voyage d'affaires. À ce moment-là, il était 5h30 du matin et je me suis habillé comme si j'étais prêt à partir. En entrant dans notre chambre, j'ai réveillé Nina, qui s'est assise en regardant perplexe. « Pourquoi es-tu debout si tôt, Jim ? Pourquoi es-tu habillé ? Chérie, je dois prendre un avion. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire hier soir, mais j'ai reçu un appel du travail. Ils ont besoin de quelqu'un de toute urgence pour mener une enquête sur des projets hors de l'État. Je vais grignoter à l'aéroport, donc ne t'inquiète pas pour le petit déjeuner. » Elle me regardait, essayant de comprendre la nouvelle. « D'accord, mon cœur, comment pourrais-je te joindre si j'en ai besoin ? Appelle-moi sur mon téléphone portable. Adieu, chérie. » Je l'embrassai et descendis avec mes bagages. Soudain, j'entendis un bruit sourd derrière moi et le bruit de pas pressés. Elle est apparue en haut des escaliers, en criant « Jim, Jim !» et pour essayer d'avoir un bébé. On devait le faire ce week-end. On devra attendre jusqu'au mois prochain, chérie. Je t'appellerai quand j'arriverai à ma première destination. J'entendis un cri fort derrière moi en ouvrant la porte du garage et en entrant dans ma voiture. Je quittai rapidement le garage et descendis la rue, en m'assurant que mon téléphone portable était éteint en me dirigeant vers l'autoroute. 2 heures plus tard, j'arrivai à la maison de retraite de mon père, située au bord d'un lac dans une région plus éloignée. Papa était veuf et vivait seul. Bien que ma visite fût inattendue, il a immédiatement commencé à préparer le petit déjeuner pour nous. En sirotant son café fort du matin, je me suis confié à lui sur la situation avec Nina. Il a exprimé une profonde sympathie en apprenant sa trahison. Mes parents avaient 2 fils et je pense qu'il a toujours secrètement souhaité avoir une fille. Alors Nina avait rempli ce rôle pour lui. Il ne pouvait pas croire qu'elle me ferait ça. Mon fils, je suis à court de mots. Ta mère et moi avions une relation solide et à ma connaissance, elle n'a jamais dévié. Tu devras prendre cela étape par étape, mais ne te précipite pas dans des décisions sans réflexion, m'a-t-il conseillé. Je comprends papa. Demain, je retournerai en ville et consulterai mon avocat, Ed Wiltzy. J'ai besoin de comprendre quelles options légales s'offrent à moi. Ed est un homme de confiance. Nous avons fait confiance à ses services pendant des années. D'accord papa, ton café est aussi excellent que toujours et tes omelettes sont super. Eh bien, si tu finis par cuisiner pour toi-même, tu auras l'occasion de t'entraîner,
a-t-il répondu avec une pointe d'humour. Vers 9 heures du matin, j'ai appelé mon bureau et j'ai parlé à mon patron. Il a accepté d'informer Nina que j'étais en voyage d'affaires et que je ne pouvais être joint que sur mon téléphone portable. Il a même demandé à la réceptionniste de donner la même explication à quiconque s'enquérait de ma localisation. J'ai demandé une semaine de congé, ce qu'il a accordé. En examinant mes messages, j'ai remarqué que Nina avait tenté de me joindre à 4 reprises, me pressant de l'appeler dès que possible. J'ai choisi de retarder ma réponse jusqu'à environ midi, et quand je l'ai finalement fait, elle semblait quelque peu anxieuse. « Où es-tu, chérie ? Pourrais-je venir ce week-end ? Désolé, ma chère, mais je suis actuellement sur la route et incertain de mes logements. Organisons quelque chose pour le mois prochain, ai-je répondu. Je dois y aller maintenant, les gars m'appellent, ai-je ajouté, l'entendant dire « je t'aime » avant de raccrocher. Mon père, qui écoutait, a simplement secoué la tête. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Ed Wiltsey. À mon retour en ville, j'ai discuté de ma situation avec lui. « C'est bon de te voir, Jim. Comment puis-je t'aider ?» a demandé Ed. « Ed, ma femme m'a été infidèle et j'aimerais comprendre mes options légales, ai-je expliqué. Au cours de la demi-heure suivante, nous avons exploré les différentes options et Ed a suggéré que demander le divorce pour différences irréconciliables serait l'approche la plus simple. Poursuivre un divorce pour adultère nécessiterait des preuves coûteuses et difficiles. Étant donné notre absence d'enfant et le revenu substantiel de ma femme, l'aspect financier du divorce impliquerait probablement une division équitable des actifs. J'ai demandé la possibilité qu'elle soit enceinte de l'enfant de l'autre homme, soulagé d'entendre que la pension alimentaire ne serait pas de ma responsabilité. Je l'ai remercié pour son aide et lui ai informé que je prendrais une décision dans quelques jours. Après ma réunion avec Ed, je suis allé à la bibliothèque principale, errant sans but jusqu'à ce que je remarque une porte de bureau portant la mention « bibliothécaire en chef ». M'installant avec un magazine, je me suis positionné pour surveiller la porte du bureau et j'ai attendu. Environ 30 minutes plus tard, la porte s'est ouverte, révélant un homme de mon âge. Il ne m'a pas semblé particulièrement beau, ce qui m'a fait me demander pourquoi elle mettrait notre mariage en péril pour une liaison avec lui. Je suis parti et je me suis rendu dans un magasin d'électronique local, où j'ai acheté un dispositif d'enregistrement vocal coûteux. Ensuite, je me suis dirigé vers le Red Roof Inn, où ils se rencontraient, et j'ai réservé une chambre pour la nuit. Avec un peu de temps devant moi, je suis rentré chez moi discrètement et j'ai revisité RPC. Les récents emails qu'ils ont échangés indiquaient son inquiétude concernant une éventuelle grossesse résultant de leur dernière rencontre, compte tenu de mon absence récente, ce qui pourrait révéler son infidélité. Il pourrait potentiellement être tenu responsable de l'enfant. Il était clair qu'il devenait anxieux. J'ai fait des copies de ces messages pour mes archives et je suis parti. Après avoir dîné, je suis retourné dans ma chambre de motel et j'ai passé un certain temps à regarder la télévision. Plus tard, je l'ai éteinte, me suis allongé sur le lit, perdu dans mes pensées, me demandant pourquoi elle avait choisi d'agir de manière à mettre en péril notre mariage. À ma connaissance, notre relation avait été remplie d'amour et de projets excitants pour l'avenir, comme fonder une famille et prendre notre retraite ensemble. Cependant, elle avait choisi de tout jeter. Notre vie intime avait été satisfaisante au début de notre mariage. Sa réaction à mon voyage d'affaires suggérait qu'elle avait eu des rapports sexuels non protégés avec lui, ce qui pourrait potentiellement entraîner une grossesse. Sa décision de le laisser être le père de son enfant me faisait croire qu'elle avait de profonds sentiments pour lui. Submergé par les émotions, les larmes ont rempli mes yeux alors que je me remémorais notre temps ensemble. Malgré les moments de joie que nous avions partagés au fil des ans, la douleur de notre séparation obscurcissait tout. J'ai finalement réalisé que même si elle n'avait pas conçu un enfant avec lui, je ne pouvais pas me résoudre à lui pardonner. Le divorce semblait être la seule solution, mais je savais que je devais d'abord lui faire face, et je n'avais pas hâte. Vers 8 heures, j'ai utilisé mon téléphone portable pour appeler la maison et j'ai parlé avec elle. Il était évident à sa voix qu'elle avait pleuré, alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas.
Tu n'as pas l'air bien, ma chérie. Es-tu malade? Jim, je veux juste que tu rentres à la maison. Eh bien, je vais essayer de régler les choses aussi rapidement que possible. Accroche-toi. Pourquoi n'irais-tu pas parler à Sally? Je suis sûr qu'elle pourra te remonter le moral. Je soupçonnais à moitié que Sally aurait pu être impliquée dans l'infidélité de ma femme, donc je n'avais rien à perdre si elles passaient du temps ensemble. D'accord, chérie, rentre vite à la maison. Je t'aime. Je le ferai, ma chérie. Au revoir. J'espérais qu'elle remarquerait que je n'avais pas répondu par un « je t'aime » en signant. À 23 heures ce soir-là, je suis allé au bureau du motel et j'ai trouvé un jeune homme qui travaillait seul. J'étais soulagé car une employée aurait peut-être refusé de faire ce que j'allais demander. Après une conversation amicale alors que nous étions seuls, j'ai offert au jeune homme 100 $. Compte tenu de ses modestes revenus, l'offre était assez alléchante pour qu'il accepte de me fournir un relevé des moments où ma femme et Derek avaient séjourné à l'hôtel. Je lui ai donné le nom de jeune fille de ma femme et la date à laquelle je soupçonnais que leur rencontre avait commencé. J'ai supposé qu'ils utiliseraient la carte de crédit à son nom de jeune fille, que j'avais trouvée dans son sac à main, pour réduire le risque de détection. Il s'est engagé à travailler dessus cette nuit-là et à me préparer la liste le lendemain matin. Je suis allé me coucher en me sentant abattu et j'ai passé une nuit agitée. De bonne heure le lendemain matin, je suis retourné au bureau de l'hôtel et le jeune homme avait la liste prête pour moi. Cela confirmait mes soupçons. Il s'était enregistré après les réunions à la bibliothèque. Je lui ai montré une photo de ma femme et il se souvenait d'elle car elle s'était enregistrée avec sa carte de crédit. Ils utilisaient généralement la chambre pendant environ 1 heure avant de partir dans des voitures séparées. Il a mentionné que c'était typique de nombreux époux infidèles qu'il avait vus. Après avoir pris le petit déjeuner, je suis retourné chez mon père. J'ai passé le reste de la semaine à pêcher et le jeudi, j'ai appelé Ed Wiltsey et je lui ai demandé de procéder à la préparation des papiers de divorce. Il m'a assuré qu'il serait prêt dans quelques jours. J'ai continué à appeler à la maison tous les soirs, prétendant être dans une ville différente. Nina semblait de plus en plus désespérée à chaque appel et j'ai commencé à ressentir un pincement de pitié pour elle. Cependant, je n'ai pas pu me résoudre à la laisser s'en tirer à si bon compte. Je voulais ma revanche, même si c'était amer. Je suis rentré chez moi un vendredi après-midi alors qu'elle était encore au travail. D'après leurs récents emails, il semblait que l'aventure touchait à sa fin, probablement à cause de la peur de sa grossesse. Il semblait que je n'aurais plus besoin du dictaphone, je pouvais donc le rendre et obtenir un remboursement. J'avais suffisamment de preuves de son infidélité à partir de leur correspondance par email. J'ai commencé à imprimer 2 copies de leur communication par email, pensant que la femme de Derek pourrait bénéficier d'un relevé de leur liaison. Ma prochaine décision était de savoir si je devais confronter Nina immédiatement ou attendre de voir si elle tombait enceinte. Quand Nina est rentrée du travail, elle s'est jetée dans mes bras, les larmes aux yeux. « Oh Jim, tu m'as tellement manqué. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, comme un problème de plomberie ?» ai-je demandé. « Non, je viens de réaliser à quel point je t'aime et à quel point tu m'as manqué depuis ton départ. Dès que nous aurons dîné, je veux t'emmener au lit. Si tu es si pressé, je devrais envisager de partir plus souvent. » Non, non, je ne veux pas que tu me quittes à nouveau. Chérie, on dîne dehors et ensuite on rentre à la maison pour passer du bon temps? Ai-je dit avec un sourire, remarquant ses larmes. Je me sentais comme une personne terrible. Nous avons passé un dîner étonnamment calme dans notre bistrot préféré, et quand nous sommes rentrés à la maison, elle a commencé à se déshabiller en montant les escaliers jusqu'à notre chambre. Au moment où je suis arrivé dans la chambre, elle était déjà allongée sur le lit. « Dépêche-toi, chérie. » En la regardant, je savais que ça allait me manquer, mais je ne supportais pas l'idée de la partager avec quelqu'un d'autre. Elle avait été exclusivement à moi, et maintenant ce n'était plus le cas. Je savais qu'elle s'attendait à ce que je fasse l'amour avec elle au cas où elle serait enceinte. Cependant, j'ai pensé que ça n'avait pas vraiment d'importance qu'elle soit enceinte ou non. C'était fini, et je devais lui dire.
Je me suis assis sur le bord du lit. Nina, on doit parler. Je ne peux pas continuer à faire semblant de t'imaginer avec Derek. J'ai entendu un hoquet de sa part, et quand je me suis retourné pour la regarder, elle me fixait avec horreur. C'est fini, Nina. Je vais entamer une procédure de divorce. Elle s'est soudainement levée et s'est précipitée vers la salle de bain. Je suis descendu, je me suis servi un verre, et j'ai attendu qu'elle descende. Elle voudrait probablement sauver quelque chose de la ruine de notre mariage. Peut-être même essayer de me dissuader de divorcer. Assis dans la pièce faiblement éclairée avec seulement la lumière de la cuisine en arrière-plan, j'ai siroté mon verre et j'ai réfléchi à ma vie et au chemin incertain qui se profilait devant moi. J'étais encore jeune et j'avais l'opportunité de construire la famille que je désirais. Ma carrière était en pleine ascension. Peut-être, tout bien considéré, ce n'était pas si mal, mais je me sentais toujours déprimé. Il semblait qu'elle commençait à entrer dans un état de déni et qu'elle descendrait bientôt. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu ses pas descendant les escaliers, et je l'ai observé entrer dans le salon et s'asseoir en face de moi. J'ai tendu la main et allumé une lumière. « Es-tu prête à parler maintenant? Es-tu prête à m'expliquer pourquoi tu as fait ça ?» ai-je demandé. « Oui », a-t-elle chuchoté. « Je ne sais vraiment pas pourquoi. La première fois qu'on l'a fait, je me suis juré de ne pas recommencer. On a commencé à se voir pour boire un verre après nos réunions, et tu sais comment les choses s'emballent après quelques verres. Cela semblait excitant, et ça devenait plus facile après quelques fois. Je pense que le fait d'entendre Sally me dire à quel point ça la faisait se sentir bien de tromper son ex-mari m'a donné envie d'essayer. J'aurais dû réaliser après qu'elle m'ait dit qu'ils avaient divorcé à cause de son infidélité que cela allait arriver. Pourquoi l'as-tu fait la première fois? As-tu mal compris quelque chose dans nos discussions avant notre mariage sur la fidélité, la confiance et le respect mutuel? Ou n'as-tu pas pleinement compris ou été d'accord avec nos vœux de mariage pour être exclusifs l'un à l'autre? Si tu n'as pas pu comprendre ou être d'accord avec cela, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai passé 5 ans de ma vie avec toi, et maintenant je dois trouver une autre épouse. J'espère que cette fois je pourrai trouver quelqu'un qui comprend l'importance de la fidélité conjugale. Oh, Jim, ne pouvons-nous pas trouver un moyen de surmonter cela? Je t'aime. Je ne veux pas que tu me quittes. Je veux avoir tes enfants. S'il te plaît, chérie. Soyons clairs sur une chose. Tu n'as plus le droit d'utiliser des termes affectueux pour moi. Tu as perdu ce droit en lui permettant d'être avec toi. Tu comprends? J'étais frustré par son attitude. Elle niait toujours notre divorce imminent, mais je devais garder mon calme et rester digne. En parlant d'enfants, quand penses-tu savoir si tu es enceinte? C'était la 2e fois ce soir que je l'avais vue me regarder comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Oh mon Dieu, tu sais? Oui, je sais, Nina. Pourquoi penses-tu que j'ai simulé ce voyage d'affaires? Je voulais que tu commences à ressentir de la douleur. C'est la raison principale pour laquelle je te divorce. Tu as délibérément essayé de tomber enceinte de ton amant. Tu espérais que j'accepte après avoir attendu un jour après qu'il ait déposé sa semence en toi et ensuite espérais que j'assume la responsabilité de l'enfant de ton amant. Eh bien, cela n'arrivera pas. Ce que tu as essayé de faire était un acte aussi traître que toute femme puisse commettre contre son mari. C'était totalement irrespectueux envers moi. Il n'y a aucun moyen sous le soleil que je puisse jamais te pardonner pour cela. Même si tu n'avais pas fait cela, j'aurais peut-être envisagé de te pardonner si cela s'était produit une seule fois et s'était arrêté. Mais tu as continué à y retourner. Tu es devenu accro à l'infidélité et il n'y a aucun moyen que je puisse jamais te faire confiance à nouveau, même si tu suis 20 ans de thérapie. Maintenant, as-tu quelque chose à dire qui pourrait atténuer tes actions? Non, répondit-elle en larmes. C'est donc ça. J'ai déjà entamé le processus avec Ed Wiltsey pour préparer les papiers de divorce. Il devrait être prêt d'ici lundi. Nous partagerons tous nos actifs à 50 à 50 et il n'y aura pas de pension alimentaire, même si tu es enceinte. Pas de pension alimentaire pour enfants. Ce ne sera pas mon enfant. Es-tu d'accord avec cet arrangement? Ça me semble correct. Elle pleurait, je parlerai à un avocat avant de signer, mais ça semble bien.
Très bien, alors. Je dormirai dans la chambre d'amis jusqu'à ce que nous nous séparions officiellement. Pendant ce temps, je chercherai un appartement. Tu pourras rester ici et divertir tes amants après mon départ. C'est fini entre Derek et moi. J'ai compris ça dans tes emails. C'est dommage que tu ne l'aies pas terminé plus tôt. Non, demain j'irai expliquer tout à tes parents et à ton frère. Je ne veux pas que tu leur racontes une histoire qui me met tout le blâme. Ils doivent savoir quel genre de fille ils ont. Si tu es enceinte, je trouverai aussi un moyen de faire savoir à tes collègues et à nos amis ce que tu m'as fait. Oh non! Elle s'est remise à pleurer, et je me suis levé et suis monté à l'étage me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai quitté la maison avant qu'elle ne se réveille, emportant une copie des emails et des relevés d'hôtel avec moi. Elle avait pleuré la plupart de la nuit et doit être épuisée à présent. J'ai pris mon petit déjeuner chez IHOP. Désormais, je mangerai souvent à l'extérieur, alors j'ai pensé qu'il valait mieux que je m'y habitue. Prenant mon temps avec mon café, j'ai attendu jusqu'à 7h30 et je me suis dirigé vers les parents de Nina. Ils se levaient tôt donc je ne pensais pas que ce serait gênant d'arriver tôt. J'ai frappé à la porte de la cuisine et j'ai vu qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Le père de Nina m'a fait signe d'entrer quand il m'a reconnu. En entrant, ils m'ont indiqué une chaise vide à la table pendant que la mère de Nina me versait une tasse de café. « Que fais-tu ici si tôt, Jim ? Tu veux prendre un petit déjeuner ?» a demandé le père de Nina. « Non, pas de petit déjeuner. J'ai déjà mangé et j'ai de mauvaises nouvelles que je ne voulais pas que vous entendiez par quelqu'un d'autre, » a expliqué la mère de Nina. De mauvaises nouvelles ? La mère de Nina a laissé tomber la carafe à café qu'elle tenait encore et elle s'est brisée sur le carrelage. Divorce ? Pourquoi, Jim ? Tu ne peux pas être sérieux ? Tu avais prévu de fonder une famille. S'est exclamée la mère de Nina. Le frère cadet de Nina, Simon, est entré dans la cuisine et a entendu ma déclaration. Il s'est exclamé et ils m'ont tous regardé comme si je leur avais dit que le monde touchait à sa fin. Ils ont tous commencé à parler en même temps. « Es-tu sûr ? Tu plaisantes. Où est-elle ? Vous ne pouvez pas arranger ça ? Qui est l'autre homme ? » Ils m'ont bombardé de questions et j'ai essayé d'y répondre du mieux que je pouvais. Oui, je suis sûr. J'ai des emails et des relevés d'hôtel pour le prouver et elle l'admet. Autant que je sache, elle est actuellement à la maison, à moins qu'elle ne cherche du réconfort chez son amie Sally. Je suis convaincu qu'elle a tenté de concevoir un enfant avec son amant, Derek Williams, et a prévu de me tromper en le faisant passer pour le mien. C'est impardonnable. Derek Williams, le bibliothécaire en chef, est son amant, et j'ai appris qu'il est également marié avec des enfants. La mère de Nina a rapidement attrapé le téléphone, s'exclamant « Je l'appelle tout de suite ». C'est difficile à croire que ma fille puisse se comporter aussi mal. Je souhaite que vous le fassiez, ai-je répondu. Elle a non seulement ruiné notre mariage, mais probablement aussi le sien. J'avais découvert la résidence de Derek Williams et m'y suis rendu. En me garant devant leur modeste bungalow, je me suis approché de la porte d'entrée et ai sonné. Derek, les larmes aux yeux, ouvrit la porte et demanda « Puis-je vous aider ?» « J'aimerais parler à votre femme et lui donner quelque chose, Monsieur Williams, dis-je. Je suis désolé, ma femme n'est pas là. Donnez-le-moi et je le lui transmettrai, répondit-il. Monsieur Williams, je sais que Nina vous a informé que j'arrive. Vous ne pouvez pas m'empêcher de transmettre ces informations à votre femme ou de lui parler. Je vous suggère de la laisser venir à la porte, sinon je considérerai intenter un procès contre vous pour aliénation d'affection. Il hésita, puis, en détournant le regard, appela « Marge, il y a quelqu'un ici pour te voir. » Puis, se tournant vers moi, il dit « Misérable. » Non, Monsieur Williams, c'est vous le misérable d'avoir une liaison avec ma femme et d'avoir tenté de la mettre enceinte. Vous avez détruit mon mariage, et j'espère faire de même avec le vôtre, ai-je répondu en soupirant. Il se détourna de la porte alors que sa femme s'approchait. « Oui ?» demanda-t-elle. « Madame Williams, j'ai des nouvelles pour vous. Votre mari a eu une liaison avec ma femme ces derniers mois, et je suis en train de divorcer d'elle. »
J'ai des copies des emails qu'ils ont échangés, qui prouvent cette liaison, ainsi qu'une liste des dates et heures auxquelles ils se sont rencontrés à l'hôtel, l'informai-je. Je me sentais désolé pour elle alors qu'elle essayait de comprendre mes paroles. Êtes-vous sûr? Demanda-t-elle. Vous pouvez demander à votre mari, Madame Williams. Il est juste derrière vous, ai-je répondu. Elle se tourna pour le regarder, et il éclata soudain en larmes. Je suis désolé, Marge. Je suis tellement désolé, sanglota-t-il. Son visage reflétait la tristesse, et j'exprimais aussi ma propre tristesse, en disant « Je suis désolé aussi, Madame Williams, que nous ayons épousé de telles excuses de conjoint. Je regrette la situation pour toi et tes enfants. Il est possible que ma femme porte l'enfant de ton mari. On en parlera quand ça arrivera. » Je lui ai remis le colis et je lui ai dit qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait avant de m'éloigner. Elle avait l'air profondément attristée, et j'aurais souhaité qu'il y ait un moyen de la protéger de cela. Ayant atteint mon objectif initial, je suis rentré chez moi. L'absence de Nina ne me préoccupait pas. Il n'y a pas si longtemps, je me sentais incomplet sans elle, mais maintenant je m'en fichais. Je me suis changé et j'ai commencé à tondre la pelouse. Mise à jour, Nina était effectivement enceinte et a choisi d'avorter contre l'avis de sa famille, ce qui a conduit à son éloignement. Notre divorce s'est déroulé comme je l'avais proposé, et maintenant je suis célibataire, à la recherche d'un nouveau partenaire. Trahi une fois, j'ai du mal à déterminer de nouveaux critères pour choisir un partenaire. Je suis en thérapie et je fais des recherches en psychologie morale, espérant trouver des conseils. J'ai eu l'occasion de me venger contre Nina 2 ans après notre divorce. J'ai informé son fiancé de mes expériences, ce qui l'a amené à reconsidérer ses fiançailles. C'était une petite victoire, et j'ai des amis qui me tiendront informé s'il essaie à nouveau. Je suis reconnaissant d'avoir découvert la vérité sur Nina avant de fonder une famille. Maintenant, passons à une autre histoire. Restez à l'écoute. Nous nous sommes rencontrés peu de temps après avoir commencé mon premier emploi après l'université. Malgré des débuts dans des postes moins expérimentés, obtenir mon premier poste professionnel s'est étonnamment bien passé. J'étais reconnaissant envers ceux qui m'avaient encouragé à poursuivre mes études, ce qui m'a valu une mention honorable à la remise des diplômes. Anna travaillait comme assistante dans un salon de haute couture depuis 2 ans, appréciant le travail et les interactions qu'il offrait. Notre rencontre inattendue a eu lieu dans un café local où Anna déjeunait avec une amie et a demandé du sucre, que je lui ai fourni. Des sourires reconnaissants ont suivi ma prise de conscience du besoin de sucre, ce qui m'a incité à m'approcher de leur table au lieu de m'étirer. Anna a joué à cacher le sucre de manière ludique, provoquant des rires. Lorsqu'elle l'a révélé, elle s'est excusée et m'a invité à les rejoindre, une offre que je ne pouvais refuser. Après une conversation légère, les filles ont pris congé, exprimant leur gratitude. En les voyant partir, j'ai ressenti un battement dans mon cœur, ayant vraiment apprécié leur compagnie. J'ai remarqué qu'Anna avait laissé un petit sac et je me suis précipité pour le lui rendre, la surprenant avec cette visite inattendue. Elle m'a remercié abondamment et a proposé de m'offrir un verre après le travail, ce à quoi j'ai accepté. Tout au long de l'après-midi, mes pensées se sont attardées sur Anna et son amie. Attendant avec impatience notre rencontre, je suis arrivé au bar en espérant qu'elle se présenterait. Heureusement, Anna est arrivée promptement et notre conversation a coulé naturellement. Alors que les tournées de boissons ont conduit à des discussions sur le dîner, j'ai suggéré que nous dînions ensemble, une invitation qu'elle a acceptée volontiers. Notre camaraderie a grandi pendant le repas et j'ai senti une attirance mutuelle se développer. Lorsque j'ai proposé de la raccompagner chez elle, elle a accepté et nous avons marché les 5 pâtés de maison, ne remarquant à peine la distance. À mi-chemin de notre promenade, Anna a entrelacé ses doigts aux miens et nous avons continué à nous tenir la main jusqu'à ce que nous atteignions son immeuble. Elle s'est tournée vers moi et a exprimé combien elle avait apprécié la soirée. Alors qu'elle se penchait pour me faire un câlin, j'ai fait de même, et quand j'ai tenté d'aller plus loin pour l'embrasser, elle l'a accueilli, me laissant exalté par un simple baiser sur les lèvres. Après nous être souhaité une bonne nuit et m'être assuré qu'elle était rentrée chez elle en toute sécurité,
j'ai hélé un taxi pour le court trajet de retour à mon appartement, qui se trouvait à environ 5 miles du sien. Pendant le dîner, Anna m'avait donné ses numéros de téléphone professionnels et personnels, me pressant de l'appeler bientôt. Décidant d'attendre quelques jours avant de la contacter, j'ai visé à faire preuve de patience et à lui laisser le temps d'anticiper notre prochaine rencontre. Il m'a fallu une volonté considérable pour attendre, mais après 2 jours, j'ai rassemblé le courage d'appeler son numéro professionnel. Anticipant une brève conversation, j'espérais augmenter la probabilité qu'elle accepte une autre invitation à dîner sans trop de délibération. Lorsqu'elle a répondu au téléphone, l'excitation d'Anna était palpable et nous avons rapidement convenu de nous revoir ce soir-là, bien que ce soit un peu plus tard que la dernière fois. Anna voulait rentrer chez elle pour se changer, évoquant une occasion spéciale et son désir de paraître sous son meilleur jour. Prenant cela en considération, j'ai décidé de rentrer chez moi en taxi également, dans l'intention de me rafraîchir et de faire bonne impression sur Anna. Nous nous sommes retrouvés au restaurant désigné, moi arrivant juste 1 minute avant Anna. Elle était magnifique, ayant clairement fait des efforts pour améliorer son apparence, et cela avait remarquablement payé. Vêtue d'une élégante robe de cocktail noir, légèrement au-dessus des genoux avec un décolleté modeste soutenu par de fines bretelles, elle dégageait de l'élégance. Ses talons accentuaient ses jambes, et sa coiffure professionnelle ajoutait à son charme. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa beauté et de me demander la raison derrière sa préparation méticuleuse. Je me sentais également confiant dans ma tenue élégante décontractée, complétant parfaitement la sienne. Nous avons été conduits à une table isolée, avons parcouru les menus, échangeant des regards furtifs comme des enfants espiègles. J'ai complimenté son apparence, lui arrachant un rougissement, témoignant des efforts qu'elle avait investis pour paraître belle pour notre rendez-vous. En attendant nos plats, nous avons engagé la conversation, au cours de laquelle j'ai appris qu'Anna avait récemment déménagé en ville après avoir passé la plupart du temps avec elle. Sa charmante simplicité m'a séduit, et elle a avoué n'avoir jamais eu de petit ami sérieux malgré de nombreuses invitations. Elle expliqua son hésitation, disant qu'elle voulait seulement sortir avec des garçons qu'elle aimait vraiment et avec qui elle pouvait envisager un avenir. Il m'est venu à l'esprit qu'elle pourrait me voir comme quelqu'un avec qui elle pourrait avoir un avenir. Bien que j'ai eu des rendez-vous occasionnels auparavant, je n'avais jamais été dans une relation sérieuse ou intime, et il semblait qu'Anna ressentait la même chose, laissant entendre qu'elle pourrait être vierge, une réalisation qui m'a surpris. Je me suis demandé s'il était possible que 2 personnes dans la vingtaine soient encore vierges dans la société d'aujourd'hui. Notre conversation s'est déroulée sans effort et, avant même que nous le sachions, le restaurant fermait, le temps avait filé alors que nous étions absorbés l'un par l'autre. Saisissant une opportunité, j'ai suggéré un autre rendez-vous, et à ma grande joie, Anna a accepté tout de suite. Il était clair que les choses avançaient entre nous. Comme son appartement était à proximité, nous avons décidé de marcher à nouveau. Cette fois, Anna a entrelacé ses doigts aux miens, et peu de temps après, je me suis retrouvé à passer mon bras autour de sa taille. Mes sentiments pour elle se sont approfondis à chaque instant qui passait. En arrivant chez elle, Anna m'a invité à rencontrer sa colocataire Dell, qui l'attendait. Dell m'a accueilli chaleureusement, et nous avons tout de suite sympathisé. Alors qu'Anna préparait du café dans la cuisine, Dell a saisi l'occasion de me parler, montrant son souci pour le bien-être d'Anna et s'assurant que mes intentions étaient sincères. Je l'ai rassurée, et elle semblait satisfaite de mes réponses. Quand Anna était hors de portée de voix, Dell m'a demandé mon numéro de téléphone professionnel, voulant me parler en privé le lendemain au sujet d'Anna. Bien que j'ai trouvé cela étrange, j'ai accepté et lui ai discrètement donné mon numéro. Nous avons discuté tous les 3 pendant environ 1 heure jusqu'à ce qu'il soit presque 1 heure du matin. Je me suis excusé pour l'heure tardive, expliquant que j'avais besoin d'une bonne nuit de sommeil pour être productif au travail le lendemain. Malgré leur amusement, ils ont convenu qu'il était temps de dire au revoir. Dell est allée dans sa chambre, et Anna m'a embrassé avant que je parte. Elle a exprimé son plaisir de la soirée et attendait avec impatience notre prochaine rencontre. J'avais sagement planifié notre prochain rendez-vous pour le lendemain,
nous laissant à tous les deux le temps de l'attendre avec impatience. Après avoir échangé plusieurs baisers, Anna m'a souhaité une bonne nuit, et je suis rentré chez moi, m'endormant profondément en pensant à elle. Le lendemain, Dell m'a appelé au travail, voulant avoir une conversation privée. Je l'ai rassurée en lui disant qu'on pouvait toujours me trouver dans mon bureau privé. Elle n'a pas perdu de temps à me demander ce que je ressentais pour Anna, soulignant qu'Anna méritait du respect et des soins sincères. Sa franchise m'a pris par surprise, mais j'ai rapidement compris la réelle préoccupation de Dell pour le bien-être d'Anna. J'ai assuré à Dell mon amour profond pour Anna et ma volonté de m'engager dans une relation sérieuse et à long terme si Anna ressentait la même chose. Dell a révélé qu'Anna était profondément amoureuse de moi, ce qui m'a rempli de joie. J'ai exprimé mes sentiments en retour et remercié Dell de veiller au bonheur d'Anna, promettant de la traiter avec le plus grand respect. Sentant qu'Anna était la femme de ma vie, j'ai reconnu que notre relation nécessitait des efforts des deux côtés. Dell, qui connaissait Anna depuis la maternelle, a exprimé sa confiance en moi et nous a souhaité tout le bonheur du monde. Elle a également mentionné sa surprise que je n'ai pas cherché à être intime avec Anna la veille, étant donné l'heure tardive. J'ai expliqué que je respectais Anna et que j'étais prêt à attendre le bon moment, ce à quoi Dell a acquiescé, soutenant ma décision. Les 6 rendez-vous suivants ont été merveilleux, et nous ressentions tous les deux un amour sincère naître entre nous. C'est lors de notre dernier rendez-vous que nous nous sommes pleinement engagés l'un envers l'autre, convenant de poursuivre une relation à long terme. Nous avons continué à nous voir régulièrement, approfondissant notre lien, tout en respectant le souhait d'Anna d'attendre avant d'être intime. Après 6 mois de rencontres régulières, de conversations et de gestes affectueux, j'ai demandé Anna en mariage, et elle a accepté sans hésitation. Nous avons fixé la date du mariage pour 6 mois plus tard. Au cours des 6 mois suivants, Anna m'a présenté à ses parents et à sa famille élargie, qui m'ont chaleureusement accueilli dans leur cercle, renforçant notre lien. Anna était ravie de leur acceptation, consolidant encore plus notre amour. De même, j'ai présenté Anna à ma famille, qui l'a accueillie à bras ouverts. Il semblait que nous avions tous les deux des familles solidaires, préparant le terrain pour notre mariage. Notre mariage a été intime, avec la présence de proches et de quelques amis. Après la cérémonie, nous sommes passés à la réception et avons apprécié un merveilleux repas avec nos proches. Pendant la réception, la demoiselle d'honneur d'Anna, Dell, m'a pris à part et a exprimé son excitation en voyant à quel point je traitais bien Anna. Elle a mentionné qu'au départ, elle avait quelques inquiétudes que je pourrais être uniquement motivé par l'ambition dans la relation, cherchant à profiter d'Anna. Cependant, elle m'a embrassé chaleureusement et a exprimé sa gratitude pour mon traitement envers Anna. Il était clair qu'elles avaient un lien fort, et malgré les préoccupations initiales de Dell à mon égard, elle a finalement accepté notre relation. Notre première nuit ensemble était enchanteresse. Nous avons découvert intimement nos corps, faisant l'amour pour la première fois. Malgré le malaise initial d'Anna, l'expérience en valait la peine. Tout au long de notre lune de miel, malgré nos visites dans diverses stations, nous étions principalement absorbés par notre amour l'un pour l'autre. C'était une connexion authentique. À notre retour de la lune de miel, nous avons temporairement résidé dans mon appartement jusqu'à ce que nous trouvions un endroit plus neutre où vivre. Après quelques recherches, nous avons trouvé un endroit charmant à nous et avons commencé à nous installer dans la vie conjugale. Notre relation sexuelle était épanouissante, et reconnaissant notre inexpérience mutuelle, nous avons même consulté un manuel pour améliorer notre intimité, ce qui s'est avéré bénéfique. Nous sommes restés proches de Dell, qui cachait son désir pour Anna. Notre maison était idéalement située près de l'appartement de Dell, ce qui nous permettait de passer du temps ensemble régulièrement. Finalement, Dell a partagé la nouvelle de sa propre relation amoureuse, et nous étions vraiment heureux pour elle. Les 2 premières années de notre mariage ont été prospères. Anna gérait non seulement la boutique où elle avait travaillé auparavant, mais aussi une entreprise nouvellement acquise dans un autre quartier. Avec le soutien de son ancien employeur, nous avons acheté une boutique de mode, une décision qui a été accueillie avec enthousiasme et assistance de l'ancien propriétaire. Anna jonglait efficacement avec 2 emplois,
supervisant notamment une boutique où une jeune employée hautement qualifiée se débrouillait admirablement. Cependant, un dilemme soudain est survenu. Alors que nous étions allongés dans le lit un soir après l'intimité, Anna m'a pris au dépourvu en exprimant son désir d'être intime avec un autre homme. J'étais complètement déconcerté par sa déclaration, me sentant comme si j'avais été frappé par un coup violent. Je ne pouvais pas comprendre ce qui avait incité Anna à faire une telle demande. Lorsque je lui ai demandé des explications, elle a attribué son nouveau désir à l'influence de la jeune fille qui gérait notre magasin et qui vantait les plaisirs de l'intimité avec plusieurs partenaires. Colin a conseillé à Anna d'explorer l'intimité avec quelqu'un d'autre pour comprendre ce qu'elle pourrait manquer. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Anna prenait au sérieux les conseils de Colin. Qu'espérait-elle obtenir de différent? Maintenant, je devais trouver comment mettre fin à cette conversation absurde. Malgré tous mes efforts, Anna est restée ferme dans son désir d'être avec un autre homme le mois prochain. J'ai décidé de parler à Colin dans sa boutique, espérant la convaincre de dissuader Anna. Quand je me suis approché de Colin, elle était contrariée que je remette en question ses conseils à Anna. Elle a exprimé franchement son plaisir pour les expériences diverses et a suggéré qu'Anna devrait essayer d'être avec un autre homme juste pour comprendre la différence, pas pour me quitter. Je ne pouvais pas saisir sa logique, et j'ai exprimé ma confusion, mais cela n'a eu aucun impact. Nous nous sommes séparés de manière amicale, mais elle pouvait sentir ma colère et mon désir qu'elle cesse de discuter de ce sujet avec Anna. Cependant, ma supplication est restée sans réponse. Anna a persisté à remettre en question ma confiance en elle, laissant entendre que mes inquiétudes concernant sa fidélité étaient infondées. Malgré lui avoir assuré de ma confiance, je n'ai pas pu la convaincre des risques de l'infidélité et de ses conséquences potentielles. J'ai mentionné les risques pour la santé et d'autres préoccupations, mais mes arguments ne l'ont pas convaincue. Elle est restée résolue à vouloir être avec un autre homme. Colin avait effectivement influencé sa perspective, et mes efforts pour la dissuader étaient vains. J'ai contacté Dell et je l'ai mise au courant de la situation. Elle a été choquée et a eu du mal à y croire. Elle a promis de rencontrer Anna rapidement pour la faire changer d'avis. Dell a critiqué Anna pour ses pensées égarées. J'attendais avec anxiété le retour d'Anna de sa discussion avec Dell. Quand elle est revenue, elle semblait bouleversée et m'a informé d'un désaccord avec Dell, au cours duquel elles se sont échangées des paroles désagréables. Elle m'a accusé d'être odieux d'avoir informé Dell de ses intentions, prétendant que maintenant tout le monde serait au courant de ses projets. Je ne pouvais pas comprendre sa logique. Si elle voulait garder ses actions privées, pourquoi les poursuivre? Il semblait que l'argument avec Dell n'avait fait que renforcer sa détermination, car elle a exprimé son intention de poursuivre un autre homme. Avec cette déclaration, il semblait que l'affaire était réglée. Je me sentais vaincu. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai observé Anna de près, cherchant toute indication qu'elle pourrait poursuivre son plan. Malgré notre intimité physique continue, y compris des rapports amoureux fréquents, il n'y avait aucune indication qu'elle avait changé d'avis. J'aimais toujours Anna aussi profondément qu'avant notre mariage, mais j'étais incertain sur la façon dont je gérerais la situation si elle concrétisait réellement ses intentions. Peut-être que cela pourrait signaler la conclusion de notre relation. J'espérais que ce ne soit pas le cas, mais l'idée qu'elle soit avec un autre homme était difficile à accepter pour moi. Elle a mentionné de manière décontractée que son nom était Will et qu'elle l'avait rencontré grâce à Kinehan. Elle a affirmé qu'il avait été son meilleur amant, mais qu'elle en avait depuis trouvé d'autres tout aussi satisfaisants. Malgré mes tentatives de me concentrer sur le travail, mon esprit était consumé par des pensées d'Anna et de comment l'empêcher de cette imprudence. Quand j'ai appelé le showroom dans l'après-midi, j'ai découvert qu'elle était partie tôt, probablement pour se préparer pour la soirée. Incapable de me concentrer, je me suis excusé tôt et suis rentré chez moi en hâte. En entrant, je n'ai pas immédiatement vu Anna et je me demandais si elle était vraiment là. En m'approchant de la salle de bain, Anna est sortie, fraîchement sortie de la douche, cherchant mon avis sur son apparence. J'ai toujours admiré la silhouette impressionnante d'Anna et l'ai exprimée autant. Elle possède une stature élégante, parfaitement proportionnée à sa taille.
Bien que profondément épris d'Anna, des doutes m'assaillaient maintenant à propos de demain. Une fois de plus, je l'ai suppliée d'abandonner cette idée folle, mais elle est restée résolue, insistant pour continuer malgré tout. La soudaine transformation d'Anna m'a déconcerté et malgré mes supplications, elle est restée inflexible dans sa décision. Elle était vêtue d'une jolie petite robe noire, qui ressemblait étrangement à la toute première robe qu'elle avait portée lors de son premier rendez-vous. J'ai demandé à Anna si elle se rendait compte que je la quitterais probablement si elle poursuivait son idée stupide, mais elle a dit qu'elle ne pensait pas que je serais aussi stupide. Eh bien, si, c'est sûr. À exactement 19 heures, la sonnette a retenti, et il était facile de voir qu'Anna devenait très excitée, et je pouvais voir un léger tic sur son visage lorsqu'elle s'est tournée vers moi. Elle a ouvert la porte et un homme est entré, beau et bien présenté, mais un grand homme tout de même. Ils se sont mutuellement présentés nerveusement et se sont serrés la main. J'ai pensé que c'était une ironie absolue de penser qu'ils se présenteraient en se serrant la main pour ensuite aller de l'avant et se baisser l'un l'autre. Anna a essayé de me présenter Will par politesse seulement. Je lui ai fait signe de la tête, puis je lui ai dit de manière catégorique que je pensais que ce qu'il faisait était totalement faux et qu'il devait partir immédiatement. La tension dans l'air était palpable lorsqu'Anna a présenté Will à moi, sa voix empreinte d'une excitation qui m'a piqué plus profondément que toute trahison que j'avais jamais connue. Mon signe de tête à Will n'était rien de plus qu'une formalité, un vernis de civilité qui dissimulait à peine la tempête qui faisait rage en moi. L'ironie de leur présentation formelle, juxtaposée à l'imminente trahison, ne m'a pas échappé. Les vœux que nous avions autrefois partagés étaient cruellement moqués, servant de rappel brutal de la distance qui s'était installée entre nous et l'amour qui nous unissait autrefois. Alors que j'exprimais mon désapprobation des actions de Will et le pressais de partir, j'aperçus le visage d'Anna, mélange de surprise et de défiance. À ce moment-là, un plan commença à se former dans mon esprit, non pas pour sauver notre mariage, mais pour m'assurer que la justice, d'une manière ou d'une autre, serait rendue. Mon cœur, autrefois rempli d'amour pour cette femme, ne nourrissait plus qu'une soif de vengeance. Au milieu de la tourmente émotionnelle, j'ai étrangement prononcé « Voyons comment cela se déroule », ma voix étrangement calme. Mes paroles étaient une ruse, une tromperie calculée pour prendre Anna et son amant au dépourvu. J'ai feint une curiosité morbide, laissant entendre que peut-être je pourrais comprendre son point de vue si je voyais leur transgression de mes propres yeux. La suggestion a momentanément apaisé la tension, avec ce que j'ai interprété comme un soulagement dans les yeux d'Anna. Alors qu'ils se retiraient dans la chambre, leur rire et leurs murmures rassurants traînant derrière eux, j'ai mis mon plan en action. L'installation de la caméra était méthodique, chaque mouvement était délibéré. J'ai choisi un point de vue offrant une vue dégagée sur le lit, l'épicentre de leur tromperie imminente. La caméra, dissimulée de la vue, est devenue ma complice silencieuse, un témoignage des efforts que j'étais prêt à déployer pour découvrir la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de rassembler des preuves pour le tribunal. Il s'agissait de rétablir la confiance que j'avais accordée à Anna, une confiance qu'elle avait négligemment jetée. La lumière rouge de la caméra s'est allumée, témoin silencieux de la scène qui se déroulait. En activant l'enregistrement, un sentiment de finalité s'est installé en moi. C'était le point de non-retour. Mon rôle dans cette affaire sordide s'était transformé en celui d'un réalisateur, orchestrant l'acte final d'une tragédie qui avait commencé lorsqu'Anna avait choisi de trahir notre mariage. La colère en moi était une force palpable, vivante, alimentée par chaque seconde de séquence que je capturais. Il ne s'agissait pas seulement de la fin de notre mariage que je documentais, mais aussi de la fin de l'homme que j'étais autrefois, un homme qui croyait en l'amour et en la loyauté. L'objectif capturait chaque instant, chaque trahison, et à chaque image, l'idée de la vengeance commençait à se solidifier dans mon esprit. Cette vidéo n'était pas seulement une preuve, c'était mon arme, mon moyen de m'assurer que tout le monde voit Anna telle qu'elle était vraiment. Une fois que j'avais enregistré suffisamment pour détruire toute revendication d'innocence qu'elle pourrait faire, j'ai éteint la caméra. Mes mains étaient stables maintenant, le tremblement initial remplacé par une détermination froide. Il était temps d'agir,
de laisser derrière moi ce chapitre de ma vie pour toujours. J'ai commencé à faire mes bagages, chaque objet étant un souvenir, un morceau de la vie que nous avions construite ensemble. Le processus était mécanique, dénué du sentimentalisme qui aurait pu accompagner une telle tâche autrefois. À ce moment-là, je n'étais pas un homme perdu dans le chagrin, j'étais un vengeur, scellant le destin de la femme qui m'avait blessé. Avec mes affaires emballées, un plan s'est formé dans mon esprit, un acte final de défiance qui marquerait la fin de notre mariage. J'ai rempli un grand seau d'eau, son poids étant un fardeau mineur comparé au poids de mes rêves brisés. En approchant de la chambre, leur rire a déchiré l'air, un rappel moqueur de ma douleur. J'ai ouvert la porte avec une force qui reflétait le tumulte en moi. L'eau s'est déversée du seau, trempant Anna et son amant dans leur étreinte illicite. Le choc sur leur visage était un spectacle que je n'oublierai jamais, mélange d'horreur, d'incrédulité et de culpabilité. Pendant un moment, j'ai savouré la vue, la preuve tangible de ma vengeance. Notre mariage est fini, ai-je déclaré, ma voix stable, dénuée de la chaleur qu'elle avait autrefois pour elle. Je te verrai au tribunal. Les mots n'étaient pas seulement une déclaration, c'était une promesse, un serment de la justice qui l'attendait. Sans un mot de plus, je me suis retourné et suis parti, le son de mes pas résonnant de manière définitive dans la pièce désormais silencieuse. L'acte était accompli, et avec lui, un chapitre de ma vie était irrévocablement clos. Mais mon plan ne s'arrêtait pas à cet acte de représailles. La vidéo, un témoignage accablant de la trahison d'Anna, devait être mon coup final. J'ai envoyé la vidéo à tous ses proches et à son lieu de travail, une décision prise non sans réflexion mais jugée nécessaire. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. Sa famille, autrefois accueillante et chaleureuse, était plongée dans l'incrédulité, leur perception d'Anna irrémédiablement altérée. Au travail, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre, un scandale qui a terni non seulement sa réputation, mais aussi les fondements mêmes de sa vie professionnelle. Le Froc selon UP, un endroit où la réputation était tout, est devenu le théâtre de sa disgrâce. Ses collègues, autrefois des compagnons proches, la regardaient maintenant avec un mélange de sympathie et de mépris. Le tribunal de divorce ressemblait à une scène d'une série télévisée, pourtant tout ceci était bien trop réel. Là, j'étais assis, face à Anna, qui ne ressemblait en rien à la femme que j'avais épousée. Les preuves étaient accablantes, et à chaque révélation devant le juge, je voyais Anna réaliser qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Son avocat a tenté de la défendre, s'efforçant de sauver un peu de dignité, mais les images parlaient plus fort que tout argument. Ce n'était pas seulement une question d'infidélité. C'était la rupture de confiance, la tromperie, et comment elle a froidement rejeté ce que nous avions construit ensemble. Sa famille était au-delà du choc. Sa mère, qui m'avait toujours traité comme son fils, n'a pas pu soutenir mon regard. Son père, un homme stoïque, secouait la tête d'incrédulité à chaque nouvelle pièce à conviction. Il était évident qu'il n'était pas seulement déçu par ses actions, mais profondément blessé par la trahison des valeurs familiales chères. Puis il y avait son travail. Anna avait travaillé avec diligence pour établir sa carrière chez Froxylon, une entreprise qui se vantait d'intégrité et de professionnalisme. Lorsque la vidéo a circulé, les répercussions ont été immédiates. Elle a été mise en congé administratif dans l'attente d'une enquête, et bien que les détails soient restés confidentiels, tout le monde était au courant. Les murmures dans les couloirs, les regards évités, l'absence soudaine sur le conseil d'administration où son portrait trônait fièrement, marquaient la fin de sa carrière telle qu'elle la connaissait. Au cours des mois suivants, Anna a tenté de se racheter. Elle est apparue dans des endroits qu'elle savait que je fréquentais, une simple ombre d'elle-même, les yeux emplis de regrets. Elle a envoyé des messages, des emails et des lettres, exprimant des remords et suppliant pour une opportunité de clarifier et de se racheter. Elle a admis avoir réalisé trop tard que j'étais son véritable amour, qu'elle avait commis l'erreur la plus grave de sa vie. Cependant, il était trop tard pour les excuses. Le mal était fait. Mon cœur s'était endurci face à ses supplications,
la confiance irrémédiablement brisée. J'ai entrepris une nouvelle vie sans Anna, me concentrant sur la guérison et l'avancée. J'ai trouvé du réconfort dans des passe-temps négligés, renoué avec de vieux amis, et me suis aventuré prudemment dans le domaine des rencontres à nouveau. J'ai appris à faire confiance et à aimer, mais les cicatrices ont perduré comme un rappel constant du prix de la trahison. Anna, d'après ce que j'ai entendu, a déménagé pour tenter de repartir à zéro dans un endroit où son passé ne la tourmentera pas constamment. Je lui souhaite de trouver la paix, de tirer des leçons de ses erreurs et peut-être, juste peut-être, de retrouver le bonheur. En ce qui me concerne, j'ai conclu cette partie de ma vie, reconnaissant pour les enseignements qu'elle m'a apportés et la résilience que j'ai développée par la suite.